Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir à Supinfo pour ce nouveau meet-up de DeFi France. C'est vraiment un plaisir partagé parce que pour la première fois, on est accueilli dans une école d'informatique. Ça fait depuis un petit moment qu'on se disait du côté de DeFi France que il faut dépasser le cercle des convaincus pour parler de nos affaires crypto. Et pour cela, rien de mieux que d'aller à la rencontre des écoles d'informatique. Donc on débute ce soir pour la première fois à Lyon avec Supinfo. Et voilà, au fur et à mesure des rencontres, on va aller un petit peu plus loin. Tout à l'heure, quelqu'un dans la salle nous parlait de l'école 42. Pourquoi pas l'école 42 à une prochaine session. C'est extrêmement important pour nous de vous faire grossir au maximum ces meet-up au-delà du coup du public premier. Ce meet-up, du coup, il est co-organisé avec l'aide bienveillante et toujours ultra opérationnelle d'Anima Synapse. Un grand merci à eux. Ils sont toujours là pour nous soutenir sur Lyon. Et je pense que c'est une synergie qui fonctionne super bien et on continue dans cette direction. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un thème assez précis, mais on va le prendre avec un horizon un peu général. C'est réinventer la finance avec les protocoles LSDeFi. Et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de faire une petite introduction de 5 minutes pour se mettre tout le monde à la page, quelques éléments de définition, expliquer aussi ce que c'est qu'un Meetup DeFi France. Et ensuite, on va écouter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc Richard Détente, Grand Angle Crypto, qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui et qui va donc nous vraiment poser les bonnes questions, à savoir comment réinterroger les mécanismes financiers habituels avec ces nouvelles technologies. Et ensuite, on accueille Gravita, qui est un protocole avec qui on discute depuis un certain temps du côté DeFi France. Et là, on va rentrer vraiment sur le concret, le dur, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans un protocole donné. Petit disclaimer, très rapide évidemment, on ne fait pas de conseils en investissement. Ce ne sont pas des conseils financiers. On va vous parler quelquefois d'opportunités peut-être, mais vous devez évidemment faire vos propres recherches et ne prenez surtout pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Vous êtes libre de vos actions en manière d'investissement. Quelques nouvelles du coup de DeFi France qui organise ce meet-up. Donc DeFi France, qu'est-ce que c'est? C'est une petite communauté développé sur Discord qui organise des meet-up dédiés à la finance décentralisée sur les technologies blockchain dans toute la France. C'est un de nos paris de dire on peut organiser des meet-up faits par la communauté pour la communauté en essayant de véhiculer de bonnes pratiques. La bonne pratique étant par excellence l'indépendance de nos contenus. Sans chill, on n'est pas là pour vous vendre des tapis DeFi et pour vous dire oui, achetez tel token, revendez-le sur tel machin. Non, on essaye d'avoir le discours le plus concret possible et surtout le plus fondamental. Et donc voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est dans plusieurs villes de France. Paris, bien entendu, c'est là où tout est né. Toulouse, c'est une ville où on a beaucoup de meet-up branchés infrastructure DeFi. Lyon évidemment, donc on part, comme je vous l'ai dit, sur les écoles d'informatique. Bordeaux, ce sont les petits derniers. Ils ont fait leur deuxième meet-up il y a une semaine, donc on les apprécie beaucoup. Et Biarritz, puisqu'on organise chaque année notre événement Surfit Bitcoin, un side event à Surfit Bitcoin. Et du coup voilà, on grossit un petit peu dans toute la France. Il y a des projets pour Nantes et tout le monde en fait se retrouve sur le même Discord pour discuter, se donner des bonnes idées et s'entraider. Exemple concret, le jour où Bordeaux a émergé, il y a le gars de Toulouse qui a débarqué, qui a dit « Ok les gars, je vous aide pour la captation vidéo ». Lorsque Lyon a débuté, des copains sont venus de Paris et ont fait le premier meet-up. Donc il y a de l'entraide et de la mutualisation de ressources. Et c'est ultra important quand on est comme ça des petites communautés un peu dispersées. Aujourd'hui, du coup, on va aborder ce sujet vaste et large de la LSDeFi. Donc, je vais définir de manière la plus simple possible pour que tout le monde soit au niveau. Qu'est-ce que c'est la LSDeFi? Déjà, la LSDeFi, ça se fonde sur une certaine catégorie de tokens dans le monde de la blockchain qui s'appellent les LSD. LSD pour Liquid Staking Derivative. Qu'est-ce que c'est des LSD? C'est lorsqu'on délègue un token à un protocole qui va les stacker et qui va en fournir une représentation tokenisée à l'utilisateur. Et l'utilisateur va percevoir cette représentation tokenisée et les récompenses associées. Du coup, ça permet de rendre liquide
des objets sur la blockchain qui par définition ne le sont pas. Et c'est tout à fait intéressant parce que par-dessus sont créés tout un tas de protocoles. Et du coup, ce domaine très large de cet ensemble de protocoles s'appelle la LSDeFi. Tout ça bon, est aujourd'hui assez large. Et on a quelqu'un de la communauté qui a fait un article absolument extraordinaire, ça date d'il y a une semaine, qui est une sorte de cartographie de tous ces protocoles-là. Et vous voyez en fait ici le résumé de cette cartographie, donc environ une centaine de protocoles, une centaine d'applications qui sont fondées sur ces LSD. Et du coup, le petit QR code qui est là est un lien direct vers cet article que je vous invite à consulter si vous souhaitez approfondir. Je pense que c'est une lumière dans ce brouillard. Et encore une fois, c'est fait par un petit gars indépendant, français, qui s'y attelait quand même pendant de nombreuses heures et qui a proposé une vision d'ensemble. Donc aujourd'hui, notre réflexion pour ce meet-up, ça va être de dire que, ok, on va commencer à interroger un petit peu ce panorama pour voir comment ça réinterroge la finance traditionnelle. Et si vous zoomez sur cette carte, alors là vous êtes un petit peu loin, mais je vais zoomer pour vous, et que vous regardez ici, il y a le logo G, c'est le logo de Gravita, et le gars il est là. Et il va donc vous présenter donc un protocole sur les 100 de la carte. Donc si vous voulez faire vos devoirs, vous avez quand même du boulot. Bon, à part El Julien, il n'y a personne qui maîtrise tout, bien entendu. Et c'est à peu près tout pour moi aujourd'hui, donc je ne vais pas être plus long. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, on est nombreux, ça fait plaisir. Et je vais tout de suite laisser la parole à Richard et à Majestyle. Bonjour à tous. Donc j'imagine que ça marche, donc on va partir du principe que c'est bon. Merci pour l'accueil. Alors déjà, je veux dire que j'arrive avec plus de questions qu'avec de réponses parce que c'est un domaine, la LSDeFi, qui questionne énormément, qui intrigue beaucoup et qui crée des nouveaux mécanismes en vrai par rapport à la finance traditionnelle. Donc on va prendre un exemple. La base, c'est de dire bon bah j'ai des Ethers. Ok. Et tant qu'à faire, j'aimerais faire du levier parce que ça gagne pas assez, sans même les staker. Donc je mets des Ethers et puis il me faut quelqu'un qui me prête des dollars en contrepartie de ces Ethers que je dépose chez lui. Et à ce moment-là, avec ces dollars, bah, je vais pouvoir racheter du Bitcoin, des Ethers ou quoi qu'est-ce qui permet de faire du rendement. Et puis on peut recommencer la boucle. Et ça, dans la finance traditionnelle, ça s'appelle le prêt lombard. Vous allez voir votre courtier, vous avez un portefeuille action de 100 000 $. Vous allez voir votre courtier et vous lui dites, bah écoute, ce qu'on fait, c'est que je te laisse mes 100 000 $ en garantie. Donc si jamais il y a un problème, tu les prends. Et tu me prêtes 80 000 ou 60 000 $. Et puis si jamais mon portefeuille il s'approche trop de mes 60 000 $ que j'ai empruntés, eh ben à 70 000, tu me coupes. Tu vends mes actifs, bon tu m'appelles avant parce qu'on voilà on est copains, donc c'est ce qu'on appelle un appel sur marge. Et à ce moment-là, ben si jamais je peux pas te rembourser, ben tu me coupes, tu vends mes assets et tu récupères, tu couvres ton prêt. Sauf que déjà là, il y a une énorme nuance, c'est que le prêt lombard, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il vous prête de l'argent, pas de problème, mais cet argent il le crée pas de rien. Vous n'avez pas le droit d'imprimer des billets chez vous. Et vous n'avez pas le droit de faire une monnaie locale. Il y a eu des trucs assez stricts là-dessus. Vous n'avez pas le droit de faire votre propre monnaie à vous. Les miles, par exemple, qui peuvent être assimilés à une monnaie, c'est quand même des trucs qui sont des euros avec le tampon d'Air France dessus, en gros. Donc, c'est pas une monnaie en soi. On n'a pas le droit d'imprimer de l'argent. C'est la grande règle. Et du coup, ce que fait le banquier, c'est qu'il va devoir emprunter cet argent à quelqu'un. Et puis, il vous le prête à vous. Donc, il va vous le prêter avec un taux supérieur au taux auquel il a la ressource. Et ça, ben, c'est un peu ce qui se passe quand vous empruntez sur AV. Quand vous empruntez sur AV, eh ben, il faut que quelqu'un ait mis de l'argent pour qu'on puisse l'emprunter. Donc là, on est dans le monde classique. Mais ce qui est cool, avec déjà le phénomène de collatéralisation, avant même d'en arriver à la LSDeFi, c'est que là, on se dit, ben, en fait, il y a 100 000 $ d'Ether. Qu'est-ce qui m'empêche de minter un stablecoin? Et là, minter un stablecoin, ça veut dire imprimer de l'argent quand même. Hein. Ça veut dire fabriquer de l'argent à partir de rien.
Et ça, je sais pas comment c'est perçu au niveau des banques centrales, au niveau du monde des banques, mais je l'ai un peu testé à Surfing Bitcoin parce que je savais qu'il y avait des banquiers dans la salle. Et après, j'ai pu leur parler et ils sont un peu ébouriffés quand même par le principe parce que vous arrivez en disant ouais, moi j'imprime de l'argent chez moi et toi tu fais quoi? Et donc l'idée c'est que à ce stade-là, alors il y a des mécanismes pour s'assurer que on mint un stablecoin, par exemple le Grail, puisque Gravita est à l'honneur ce soir. Et ce Grail, on va dire un Grail égale $1. Et pour s'assurer que le Grail est toujours à $1, on va dire à tout le monde, à la fosse au lion, si le Grail tombe en dessous $1, parce qu'il y a plein de gens qui empruntent du Grail, enfin qui mintent du Grail, et puis qui le dumpent pour acheter du Bitcoin, ça va faire baisser le Grail en dessous de 1. Et là, on va dire à tout le monde, le premier qui tire dessus a gagné. Vous avez le droit d'aller récupérer du collatéral, mon collatéral, pour $1, alors que le Grail vaut 97. Et là, du coup, le prix du Grail, il recolle au plafond. Et pour empêcher que le Grail aille au tapis, eh bien, vous faites une pool de stabilité, qui est un premier usage, mais on pourra peut-être imaginer d'autres usages pour ces stablecoins. Je prends l'exemple de Gravita parce que, déjà, ils sont parmi nous. Et en plus, j'ai des sous dessus. Donc, j'ai bien bossé le truc. Je me suis amusé à ça pendant que j'étais dans les avions. Là, j'étais en Turquie il y a pas longtemps. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Et du coup, le truc, c'est que si vous êtes parmi les plus exposés en termes de collatéralisation, si vous êtes parmi les plus dégènes, ce qu'on dit, vous avez emprunté 30, 40, 50, 60% de votre collatéral, ceux qui ont le plus emprunté, ils peuvent se faire redeem, ils peuvent se faire prendre leur collatéral pour remonter le prix du Grail, et du coup, on vous détruit votre position. Et du coup, les 2 premières fois, je me suis dit, mais c'est chiant, ça fait 2 fois que j'étais à 40% de collatéralisation et il faut que je remette dans le bignou. Donc j'ai regardé après les échelles des concurrents et puis on se dit, faut que je me mette bien en dessous, là. Et puis plus le bull run accélère et plus il faut se mettre bas parce que tout le monde essaye de faire du levier comme des cochons sur la crypto. Et tout ça est très rigolo parce que déjà avec la finance traditionnelle, il se passe 2 choses majeures. La première, c'est que on crée de l'argent à partir de rien. Ça veut dire fondamentalement que la monnaie, la supply monétaire échappe à la banque centrale. Ouais, quand on a dit ça, là, on a déjà pris un gros bélier là de 12 tonnes et on a mis un grand coup dans la porte. Parce que la mission première de la banque centrale, c'est de contrôler la masse monétaire. Et quand vous commencez à dire, non, moi je m'en fiche, en réalité, je crée ma propre monnaie et la banque centrale, elle peut bien penser ce qu'elle veut, je m'en fiche. Je sais pas comment ça va se passer dans l'avenir, mais ça va être très fun. Et ça se passe déjà sur ce qu'on appelle les euro-dollars en réalité. Alors les euro-dollars, c'est une espèce d'euro. C'est pas le taux de change. La première fois à la fac, j'ai entendu ça, je me suis dit c'est le taux de change. Non. Les euro-dollars, c'est des dollars qui sont créés en Europe ou dans d'autres pays sur la base d'une collatéralisation en dollars. Donc et ça permet de créer des dollars en dehors de la Banque centrale américaine. Donc, en soi, c'est un processus qui existe déjà, seulement pour les gens très très riches. Donc, c'est sûrement pour ça que vous en avez jamais entendu parler. Et ça a posé plein de problèmes, de crises. Et d'ailleurs, le secret bancaire suisse a sauté dans l'affaire. C'est-à-dire que avec la crise de 2008, les Suisses, avec leur industrie financière qui était très performante jusqu'en 2010, même jusqu'en 2008, en réalité, ils étaient très doués pour ces types d'ingénierie financière et ils étaient surexposés au dollar. Avec 2008, ils se sont fait pas rect, mais ils se sont fait liquider quoi. Et ils ont dû arriver une main devant, une main derrière à la Banque centrale américaine en disant vous auriez pas, alors je sais plus combien de dizaines de milliards de dollars parce que on a un peu on a un petit problème là avec vos histoires d'immobilier, tout ça s'est mal passé. Et du coup, la Fed a dit, ok, on vous refinance, mais le secret bancaire suisse pour les étrangers, c'est fini. Et les gars, ils ont fait, d'accord, ok, ça marche, on fait plus. Et du coup, quand vous êtes suisse ou résident suisse, vous avez le secret bancaire vis-à-vis de l'État suisse, mais pas pour les étrangers.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à la sortie de la guerre en 1945, l'essentiel des pays d'Europe avait le secret bancaire. Parce que c'est une question de privacy et de séparation des pouvoirs entre le citoyen, qui est quand même souverain à la base, on l'oublie un peu parce que maintenant ils font la politique sans nous, et l'État, qui est censé remplir des missions mais au service du souverain. Donc on trouvait ça normal que la police peuvent pas, et tout simplement même maintenant les services gouvernementaux, pouvaient pas avoir directement accès à vos comptes. Tiens, il trompe sa femme, lol, je le note, hop, plus 10 pour sa prime d'assurance parce qu'il va divorcer. Donc tout ça, on se disait non, c'est pas bien. Puis au fur et à mesure, les choses évoluant, il y a que la Suisse qui a gardé son secret bancaire. Et maintenant, on dit ils font des paradis fiscaux. Je dis, non, c'est pas, ils font pas des paradis fiscaux, c'est juste le monde qui a changé autour d'eux. Bref, donc le secret bancaire suisse vole en éclats avec des problèmes, entre autres liés à l'euro-dollar, donc à la création monétaire ex nihilo pour les banques centrales. Donc ça a existé, ça s'est très mal passé. Bon, et ça existe toujours. Le problème, là, on est sur quelque chose de différent, parce que tout est transparent. C'est-à-dire que moi, pour me faire pour me faire redeem, il m'a fallu une fraction de seconde quand la parité avec le Grail, elle était intéressante pour le premier bot qui m'a snipé. Et en réalité, c'est pas grave parce qu'on perd rien. Je crois que j'ai perdu moins d'1% parce que voilà, tout ça s'arbitre très vite et en flux continu. Et ça, c'est super important parce que quand vous faites les subprimes aux États-Unis, ça prend 10 ans pour monter la sauce. Ça prend 10 ans où tout le monde cache la serpillière. Je vous conseille vraiment le film The Big Short si vous voulez savoir à quel point la finance traditionnelle, ça marchouille. Parce qu'en réalité, l'information, on peut pas dire qu'elle n'était pas disponible. Parce qu'il y a un petit malin qui s'appelle Michael Burry qui a poncé toute l'information qui était disponible au point où il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Ce qui a fait sa fortune. Mais l'information était tellement difficilement accessible et tellement camouflée, j'aime pas parce que ça donne l'impression qu'il y a une intention de camoufler. Mais c'est juste que quand on vous enterre sous 10 mètres cubes de paplard, objectivement, elle est camouflée, quoi. Voilà. J'ai un copain qui s'est fait contrôler par les impôts en crypto et il avait des bots qui faisaient 10 000 transactions par jour. Quand ils sont arrivés avec leur petit cahier en disant donnez-nous les relevés, on va contrôler ligne par ligne, il leur a dit alors si vous voulez qu'on vous les imprime, alors il va falloir louer une salle, parce que puis en plus vous en faites combien par jour? Ah ouais, c'est-à-dire que nous on en produit 10 fois plus que ce que vous contrôlez par jour. On peut trouver un arrangement peut-être pour éviter. Voilà, bon, il y a un problème de quantité et de traitement d'informations par rapport aux contrôleurs. Et en fait, les agences de notation, notamment le problème aux États-Unis, c'est qu'elles étaient incapables de traiter le flux d'informations. Et en plus, ils étaient un peu corrompus. Bon, ça aide pas. Mais c'est surtout un problème structurel. Quand on rejette la cause d'un problème sur de la malhonnêteté, ça peut être le fait d'une personne, où il vous fait une FTX, un petit Madoff, un petit truc. Bon, ça, c'est un peu le Zidane de l'escroquerie, quoi. Il met le but, il s'en va, il finit en tôle, et voilà. Mais quand c'est trop global, le problème est systémique. C'est pas de la malhonnêteté systémique, c'est pas comme ça que ça marche. Et en DeFi, ce qui est cool, c'est que l'information est transparente, c'est évident. Elle est disponible en temps réel et elle est auditable par du code. Donc en fait, il y a une machine d'efficience qui se met en place, qui est redoutable et qui n'existe pas dans la finance traditionnelle, parce que en temps réel, le marché est arbitré. Et d'ailleurs, on le voit quand FTX, on a su qu'il était parti avec la caisse. Toutes les positions, bim, 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 les pull curves, les machins ci, les machins là, ça s'est tout remis d'équerre en l'espace de 24 heures. Parce que toute l'information est disponible et analysée en flux continu. Donc, par rapport à la finance traditionnelle, on passe un saut. Par contre, on n'est pas encore rendu parce que quand on a dit ça, on se dit c'est trop cool, ça marche mieux. Alors au final, il y a toujours des risques, mais comme on les prend plus vite, ça fait moins mal et c'est acceptable. Donc on est trop fort et en vrai, ça y est, on a trouvé la martingale. On va révolutionner l'économie et la finance. Ce qui est pas faux. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on commence à avoir une masse monétaire qui est complètement fluide, qui peut exploser à la hausse ou à la baisse, ça veut dire que un tas de choses imprévisibles peuvent se passer. J'ose même pas imaginer ce qu'un George Soros aurait fait à la livre sterling s'il avait pu créer du sterling comme ça en collatéralisant des maisons aux États-Unis. Ça aurait donné sûrement quelque chose de très fun. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'économie de base, c'est
de l'énergie qu'on exploite, qu'on transforme, de l'énergie qu'on transforme pour exploiter des matières premières. Et une fois qu'on a ça, ça c'est la couche primaire et secondaire de l'économie. Et ensuite, le service, c'est tout ce qui est faire du levier sur le primaire et le secondaire. En gros, un coiffeur, ça n'existe pas s'il n'y a pas un agriculteur et un ouvrier. Voilà. Il vous faut l'agriculteur et l'ouvrier, et après, vous pouvez faire des gars comme nous, là. Voilà. Et ensuite, ça, c'est l'économie réelle. Et sur l'économie réelle, on va créer un operating system, vraiment un OS, un Windows, un Linux, qui va permettre de gérer tout ça finement et proprement. Et ça, c'est la couche financière. Ça, c'est le monde de la finance. Et ce qui est en train de se passer avec les produits dérivés, parce qu'en fait, ça, c'est des produits dérivés. Hein, ça porte un nom, c'est bien connu. De base, quand je noue un contrat entre Florian et moi en disant bah tiens moi j'aurai ça après-demain et puis toi t'auras ça demain, donc je te fais un taux d'intérêt, je te le remets, on se fait un petit contrat et dans 3 ans je te jure voilà ça va bien se passer. Ça s'appelle un produit dérivé. C'est ce que font les agriculteurs pour garantir un prix sur leur récolte, etc. C'est très important et c'est très intéressant. Mais un produit dérivé, ça consiste à spéculer sur le futur en prenant des contreparties à chaque fois. Hein, normalement, quand chacun respecte bien sa part du marché, que ça monte ou que ça baisse, que ça casse ou que ça réussisse, tout est dénoué proprement. Et c'est Charles Gave qui dit le monde des produits dérivés, qui est immense, je crois que c'est dans les 700 000 milliards de dollars, c'est 10 ou 15 fois le PIB mondial, enfin, ça a l'air immense, parce qu'en réalité, ce ne sont que des contrats qui se nouent entre les parties, entre tout le monde. C'est comme si nous tous, on se faisait un produit dérivé chacun, et puis ça se croise, ça fait une espèce de dentelle immense, et qui permet d'augmenter l'efficience de l'économie réelle. Et quand on dit les produits dérivés, c'est toxique, parce que c'est faire du pognon avec du pognon, ça l'aide à l'instant où l'information n'est pas transparente et n'est pas analysée en temps continu. Parce que vous avez des facteurs cachés, vous avez des mecs qui s'arrangent en disant « bon, on va faire ça de toute façon, personne verra parce qu'il y a 10 mètres cubes de papier dessus, donc hey, ça va passer quand même ». Et tous ces petits arrangements, le collatéral, bon, personne n'ira voir, enfin voilà, il y a des choses pas très chrétiennes qui se passent parce que l'information n'est pas pure et parfaite. Et là, en DeFi, on voit bien que c'est pas le cas. Mais on n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Parce qu'en réalité, on voit bien que lorsqu'il y a un choc systémique sur une pyramide de produits dérivés immense, si l'économie est pilotée dans presque tous ses aspects par des choses comme ça, c'est là qu'on introduit les risques systémiques. Parce que, je vais faire simple, avec Realty, ils font de l'immobilier aux États-Unis, et puis nous, avec Crypto Immo, on est en train de faire de l'immobilier en Turquie. Et puis on se dit ah bah c'est trop cool, on va créer une boîte qui va tokeniser les biens. Donc les biens sont gérés, et puis nous dans une société, et on tokenise les parts de cette société. Donc en fait, on a un Ether avec du rendement quelque part. C'est-à-dire qu'on a un token avec son rendement, et on pourrait très bien dire bah le rendement on le met dans l'entreprise qui va le réinvestir dans l'immobilier. Donc au final, la valeur du token augmente de lui-même. On pourrait faire ça. Et ensuite, ce truc-là, on se dit, bah, ça fait du rendement et tout, donc je peux le collatéraliser. Donc, et puis une fois que je l'ai collatéralisé, je continue à recevoir le rendement, ou alors ça augmente la valeur de mon collatéral, tout simplement, comme un wrap Ether stacké, liquide, etc. Et à ce moment-là, je peux emprunter dessus. Donc j'ai de l'immobilier d'un côté, puis je me dis allez, je vais emprunter, je sais pas moi, pour du minage de Bitcoin. C'est un autre truc que je fais. Et avec ça, je vais financer du minage de Bitcoin. Et puis ce truc-là, je vais lui-même pouvoir le collatéraliser. Et puis ça va servir de contrepartie à quelqu'un d'autre. S'il y a quelque chose qui tourne mal, et on sait jamais quoi, hein, ça sert à rien d'anticiper. Je veux dire, les grosses crises majeures, c'est toujours ah bah tiens, on l'a pas vu venir celle-là. Parce que ce qu'on anticipe, on peut l'assurer, on peut le prévenir. Mais les crises, quand elles surviennent, et c'est ça qui est toujours très surprenant, c'est que l'univers a un talent pour nous rendre malheureux d'une façon qui nous était complètement imprévisible. Donc, faut juste le savoir. Eh bien, plus la pyramide de produits dérivés au-dessus de l'économie est grande, plus l'économie est en croissance forte, elle est efficiente, elle sait transformer de l'énergie et exploiter des matières premières de mieux en mieux pour le capital investi, mais plus le jour où ça foire pour de vrai, et en grand. Donc je sais pas, sur la DeFi, je sais pas, ça va être marrant à voir, il va y avoir quelque chose de curieux à tester.
Et d'ailleurs, j'ai discuté beaucoup avec Didier Darcet, donc un bon copain de chez Gafcal Intelligent Software. Et lui, dans les années 70-80, il était à fond sur les produits dérivés, la naissance des produits dérivés. Bon, plutôt les années 80-90, c'est plutôt Charles qui était là dans les années 70. Et en fait, il disait, mais on s'éclatait comme des fous. Parce que on créait des outils financiers qui étaient nouveaux, beaucoup plus efficaces. Nos patrons, ils y comprenaient que dalle parce que c'était des trucs de jeunes. Et ils ont fait un pognon de dingue. Et puis, ils ont inventé, comme le disent certains, l'arme atomique des produits financiers, quoi. C'est le produit dérivé. Donc, sur le liquid staking, c'est très très intéressant. Mais à un moment, je pense qu'il va y avoir de toute façon, l'industrie bancaire va y passer avec l'industrie financière va y passer avec ce genre de conneries. C'est-à-dire qu'à un moment, en termes de gain d'efficience, vous pouvez pas être compétitif. Quand on voit ce que font les gars de chez Swap Finance, quand on voit ce que font les gars de chez Gravita, ce qui était accessible à des Elon Musk ou à du private ou des qualified investors ou des gens qui avaient beaucoup d'argent et pour collatéraliser un champ, faut quand même avoir un champ et tout. Eh bien, aujourd'hui, c'est accessible à 50 balles. Donc, ça veut dire que, globalement, avant, le système bancaire et financier, il servait aussi, quelque part, d'outil collectif pour distribuer. C'est-à-dire que pour les particuliers, on n'autorise que ça. Pour les qualified investors, on n'autorise que ça. Pour les institutionnels, on libère. Et il y a une gradation dans la réglementation entre ce qu'on autorise ou pas en fonction des investisseurs. Et même si moi j'ai beaucoup ragé sur ces trucs-là, en vrai c'est pas complètement stupide. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui on va être la cellule de protection, elle va être de plus en plus petite, elle va se rapprocher vers l'individu. C'est-à-dire qu'on veut tous être libres, surtout dans la DeFi, parce que il y a que des anarchistes rebelles, libertariens, capitalistes ici. Mais en réalité, ce que ça veut dire sur la société, c'est que plus vous ramenez la décision à l'échelle de l'individu souverain, plus vous augmentez les inégalités. Parce que les inégalités, c'est une fonction de Pareto. Et la loi de Pareto, plus vous avez de membres et de constituants dans un groupe, donc plus vous atomisez le groupe, plus vous avez d'écart entre le plus pauvre et le plus riche. C'est ce qu'a fait la mondialisation. Quand vous avez un village, l'écart entre le plus riche et le plus bas, c'est peut-être 10, quoi. Et quand vous avez la mondialisation, c'est 1 et l'autre c'est 10 milliards, quoi, le rapport. Donc, ça veut dire que globalement, ça va aussi apporter ce genre de transformation, une énorme tension dans la société, parce que chacun sera de plus en plus face à ses responsabilités. Et je vous laisse regarder votre laitier, votre garagiste. Imaginez que votre garagiste, il vous dise maintenant vous êtes souverain, c'est débrouille-toi avec ta bagnole. Il y aurait plus de morts sur l'autoroute. Et c'est pas un monde que j'envie. Mais là, en finance, avant on avait les assurances vie, on avait la réglementation, on avait le livret A, on avait des choses comme ça qui vont globalement voler en éclats parce que tout le monde va vouloir aller sur Gravita, piler sur Swap, etc. Enfin faire des trucs pour gagner plus. Mais ça veut dire qu'il y en a énormément qui vont y passer parce qu'ils vont pas comprendre ce qu'ils font et la gestion du risque, c'est pas un portefeuille offert par votre banquier, quoi. Donc la DeFi là, ce qu'on est en train de faire, on joue avec, etc. et on se marre bien. Ça va apporter aussi une atomisation de la souveraineté, donc plus d'inégalités. Et il y a encore un autre truc et je sais pas, ça fait combien de temps là? C'est pas écrit. Il y a un autre aspect qui arrive aussi de plein fouet, sur lequel je réfléchis beaucoup. J'ai été interviewé par une chaîne pour parler d'intelligence artificielle, et c'est la rapidité et le rapprochement des cycles de l'innovation. Et ça, c'est un truc de fou, parce qu'on est en train de voir que, tous les cycles d'innovation, la courbe d'adoption est plus rapide. Moi, j'aime bien imaginer de temps en temps faire l'expérience de l'esprit en disant mais comment on a inventé le feu? Et en fait, je me dis que le feu, on a dû l'inventer quelques milliers de fois parce que le premier qui a vraiment trouvé la recette avec les silex, le machin, le truc, il y a un peu de process quand on part de zéro, quoi. Il est là, ça y est, j'ai trouvé, et bam, il se fait écraser par un mammouth. Et du coup, le feu, faut le réinventer. Et parce qu'il a pas eu le temps de transmettre l'information. Ou il est mort de la syphilis, ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait plein de façons de mourir différentes et atroces. Et le feu, en fait, il est apparu en quelques milliers d'années.
ou en quelques siècles, parce qu'il fallait transmettre l'info. Même si c'est un clan qui avait la recette du feu, bah bon courage. Donc on voit bien que c'est très très lent pour que le feu, l'adoption du feu se produise. Ensuite, l'écriture, ça a dû être un bordel aussi, on va pas se mentir. Et par contre, c'était plus rapide parce qu'il y avait déjà des villes, il y avait déjà des civilisations, donc on pouvait se passer des bouquins entre moines et tout. Enfin, il y a un petit réseau, quoi. Quand on allait de Lutèce à Samarcande, ça prenait du temps, mais on pouvait déjà transporter des trucs. Mais c'est plus rapide, ça se compte peut-être en siècles et pas en millénaires, etc. Et on avance. Et après, on voit que ça marche aussi pour l'électricité, le lave-linge, Internet, le téléphone portable, et ça va de plus en plus vite. Et en fait, si on trace une sinusoïdale sur les cycles économiques, on voit aussi que les cycles économiques se compressent. Alors c'est la fréquence augmente parce que c'est la longueur d'onde entre deux têtes, la longueur d'onde diminue. Et quand ça se passe sur des décennies, c'est pas très grave parce qu'en fait, la question dessus, ou là où je veux en venir, c'est l'adaptation des structures humaines. Je sais pas moi, pour la carrière d'un gars, c'est 40 ans, on va dire. Et puis si on fout la paix un peu aux vieux en disant bon allez, lui c'est Roger, on le laisse un peu à la compta, il fait comme avant. On va dire que c'est 30 ans quoi. Et en 30 ans, on a recyclé une entreprise. Et qu'est-ce qui se passe quand on a Internet? Avec Internet, la vitesse de circulation de l'information accélère énormément. Parce qu'en fait, les cycles d'innovation, c'est la vitesse de circulation de l'information qui vous donne la longueur d'onde entre deux innovations, entre deux cycles. Et là, il faut pas 30 ans. Je veux dire, la DeFi, je sais quoi, c'est 2020, non? Un truc comme ça, 2021, le Summer, 2017? Summer DeFi, je sais plus là. Summer DeFi 2020. 2020, Summer DeFi. Donc le moment où on a vraiment commencé à faire mumuse avec la DeFi, c'était il y a 3 ans. Et là, on est déjà en train de créer du dollar et de la monnaie, en veux-tu, en voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand tout ça arrive dans les banques? Les banques, c'est quand même quelques centaines de milliers de personnes qui travaillent dedans. Il y a plein de Roger d'anciens, il y a plein de cadres de 40 ans qui n'ont jamais entendu parler de Bitcoin, ou Bitcoin Coin, c'est le truc de leur fils, ou je sais pas quoi, où ils en ont acheté un peu sur eToro, mais ils voient pas trop ce que c'est. Quand ça arrive en fait en plein dans les dents, quelque part, il y a peut-être une vitesse où l'innovation va trop vite pour qu'elle soit absorbée. Et je sais pas imaginez en fait une espèce de bourrage papier dans une imprimante où vous avez une couche industrielle qui est là et qui sert, parce que mon laitier, il est pas prêt d'aller sur Swap Finance, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc lui, il va continuer à aller à sa banque. Il va y avoir une grosse couche de la population qui aura sa structure un peu old school, ce que j'appelle les banques de granit, parce qu'elles sont bien lourdes, bien fossilisées. Et puis, vous avez des piles d'innovation et d'efficience, c'est-à-dire que on fait beaucoup plus d'argent et on est beaucoup plus efficient dans les nouvelles tech, mais ça n'a pas le temps d'infuser dans la société. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de singularité où il y a une dislocation qui se produit parce que les gens sont trop loin les uns des autres dans leur vécu, dans leur approche des choses? Allez voir un entrepreneur. Moi, j'ai fait une vidéo comment acheter sa bagnole gratuitement, où je voulais la faire, où j'en ai parlé en conf, je sais plus. Je commence à être un peu vieux, moi j'ai 42 ans. Et l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai 100 000 $, j'achète des bonds suisses tokenisés, donc du bond suisse, pop, je les mets, j'emprunte 80 000 €, donc je sais que l'euro il va aller à zéro, enfin j'emprunte pas, je mine 80 000 € qui vont aller à zéro par la force des choses par rapport au franc suisse, parce que la compétitivité est structurellement plus forte pour le franc suisse que pour l'euro, et que mon euro, je le mine à zéro, alors que mon franc suisse, j'ai la capitalisation du bond à 2%. Donc je sais qu'en 20 ans, je vais ruiner la dette, pas de problème. Et ça, c'est une anomalie, en fait, quelque part. Enfin, c'est une anomalie. C'est une nouveauté, parce que normalement, quand j'emprunte de l'euro, j'ai un coût d'emprunt. Et le taux d'emprunt sur l'euro est supérieur au taux d'emprunt sur le franc suisse, parce qu'il y a des gens qui font l'arbitrage de tout ça. Ils disent, non, moi, si j'ai un franc suisse qui monte comme ça, avec 2%, pour l'euro, je vais demander 5, parce que comme ça, les deux se rejoignent. Là, c'est plus le cas si je peux minter à zéro. En fait, moi, j'aurais le droit d'avoir ma bagnole gratos, parce que je vais emprunter 80 000 €, je vais les dumper pour acheter ma Tesla ou ma je sais pas quoi, et puis dans 20 ans, ma dette a disparu et je récupère mes 100 000 balles capitalisées en francs suisses en plus. Et aller expliquer ça
à votre femme de ménage ou à votre frère. Il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va finir en tôle, lui. Enfin, s'il commence à avoir des trucs gratuits, il va finir en prison. Et c'est une question que je vous pose, on peut en discuter. Qu'est-ce que ça fait? Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi l'impact sur la société? Alors je sais bien qu'on s'en fout, mais mais en fait c'est une vraie question. Moi je me rends compte en conférence ou et des fois les gens ils ouvrent des grands yeux comme ça en disant mais de quoi ils parlent? Et le régulateur, on n'en parle même pas là. Le jour où BlackRock fait un ETF Bitcoin ou Ethereum, on est tous dessus là. Quand est-ce qu'il sort? On attend la prochaine bougie verte. Olé. Mais c'est marrant. Mais le jour où BlackRock ventile du Bitcoin et de l'Ether dans tous les portefeuilles d'assurance vie, parce que au final c'est un peu ça le projet. Il y a Larry Fink, quand même, qui a expliqué que les cryptos, c'était quelque part le nouvel or qui allait permettre aux banques centrales et aux monnaies fiat de se baquer par rapport à ça. Tu vois, c'est quand même pas rien. Et en plus, pour Bitcoin, il a pas tort. Et qu'est-ce qui se passe quand ces trucs-là se baladent dans toutes les assurances vie, dans toutes les plans d'épargne bancaire dans le monde? Et que nous, en même temps, on fait de la LS DeFi avec. Alors, rien que le nom, LS DeFi, je veux dire, entre DeFi Lama, entre Pounder, entre Bifi avec des gros symboles de vache et tout. En plus, les gars, ils sont complètement tapés. Je veux dire, ces gars-là vont finir en tôle ou ruinés, mais très malheureux dans tous les cas. Et je me dis, bah en fait, à un moment, on vit pas trop dans le même monde, quoi. Et du coup, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Du coup, on peut passer aux questions ou en... Question maintenant. Ça. Allez, question maintenant, comme ça c'est fait. Est-ce que on a regardé pro? Ouais. Sinon, moi, je peux le lancer, mais des fois, il faut plus de micros que prévu, quoi. C'est c'est un budget. Ouais. Ça rajoute du risque de plus en plus par rapport à la base. Qui à la base, c'était des terres stackées dans les différents protocoles comme Rocket ou Lido. Et moi, j'aimerais connaître ton avis. Comment tu vois les choses de ta fenêtre de conférencier et d'avoir un retour de personne? Qu'est-ce qui se passerait le jour où un Rocket ou un Lido a une méga faille, que tout s'effondre sur les Ethers stackés de ce protocole? Tous ces protocoles incrémentés les uns dans les autres, du coup, s'effondraient puisque on a Un bug. on a du collatéral un peu de partout avec cette base. Comment tu vois les choses? Ben, en fait, c'est très intéressant parce que c'est à peu près ce qui se passe en 2008. Sauf qu'en 2008, bon, c'est un peu plus grossier, mais imaginons, alors je crois que sur Lido, c'est 10% des Ethers, c'est ça, qui sont dans Lido. Un truc comme ça, il me semble. Bon, partons sur cette base. Hein? C'est 30% des Ethers stakés. Non, les 30% des Ethers, 30% des Ethers sont stakés dans Ethereum et à l'intérieur de ces 30%, je crois que Lido pèse 30%, donc ça fait 10%, quoi. Il me semble que c'est ça, mais peu importe. Bah, si vous avez 10%, moi, dans la voiture tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est marrant, si j'étais un hacker fou, je m'amuserais que je pouvais hacker Lido et que j'avais accès à tous les Ethers. Qu'est-ce qui se passerait si je les dumpais sur une adresse nulle? Je les brûle. Let it burn. Et ben, juste pour voir, c'est le côté un peu Joker. Et bah en fait, ça veut dire que tout ce collatéral tombe. Donc, admettons que ce soit chez Gravita. Et ben, si les Ethers disparaissent, ça veut dire que le Grail ne vaut plus rien. Donc, ça veut dire que... Pas collatéralisé par Hein? Wrapped Stakey, en tout cas. Il n'y a pas que collatéralisé par Wrapped Stakey, il y a d'autres collatéraux. Oui. Mais si on brûle 10% des Ethers, j'imagine ça va faire un trou dans le pec du Grail. Effectivement. Voilà, ça va faire un petit trou. Donc ça veut dire que c'est les gars qui ont du Grail qui vont être short,
Alors ils vont essayer de le dumper, puis ils vont choper le dernier collatéral qui reste en mode Luna là, c'est-à-dire que quand ils ont vu que Luna ça se pétait la figure, bah l'UST voilà, on a essayé de dumper ce qui allait, mais ça a fini en panique. Donc bah après le Grail il finirait à je sais pas 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 ou j'en sais rien en fonction du collatéral qui reste avec les autres supports. Mais ce serait pareil pour l'Equity. Voilà, l'Equity, on va voir le pas. Ce serait une dinguerie. Et ce serait pareil pour tous les protocoles qui permettent de stacker. Du coup, ça veut dire que le gars qui est en Grail, ben voilà, il prend sa paume. Mais derrière le Grail qui a été remis dans des protocoles en collatéral parce qu'on peut faire ça, et bien du coup pareil, on revient. Donc en fait, comme à chaque fois on a une surcollatéralisation par rapport à ce qu'on peut mettre et ce qu'on emprunte, ça veut dire qu'il y aurait vous savez, il y a le multiplicateur keynésien. C'est dans l'économie, on dit bah vous mettez 100 balles et puis bah moi je vais en garder 80 en épargne et puis je vais en dépenser 80 chez mon boucher. Puis mon boucher il va garder 16 balles et puis il va dépenser le reste chez le coiffeur, etc., etc. Et on va dire le billet de 100 dans sa vie, il aura produit peut-être je sais pas $300. Et ben ça c'est un multiplicateur keynésien et les gens de gauche aiment beaucoup parce qu'ils disent c'est trop cool, il suffit d'injecter 100 balles et puis on en récolte 300. Alors ça a des limites hein, mais bon. Mais ça c'est le bon côté de la pièce. Mais à l'inverse, si on fait ça, qu'on shoot des Ethers ou qu'un protocole plante, etc., ou qui se fait hacker, ou que sais-je, eh ben, on a le jumeau maléfique du multiplicateur keynésien qui arrive, qui est le diviseur keynésien. Personne n'en parle, celui-là. Mais c'est une espèce de Keynes énervé avec une grosse faucille qui tranche tout. Et quand vous enlevez 100 de l'économie, bah, en fait, vous retranchez 300 du PIB. Donc, en fait, ça crée une énorme dépression monétaire. Et du coup, ça bloque dans une économie où les produits dérivés sont ancrés sur l'économie réelle, bah ça vous crée un choc financier, donc un choc économique. On fait les comptes, on voit combien on a détruit comme ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en crypto, les chocs devraient être très forts, mais on devrait pouvoir se relever très vite parce que au final, l'information circule plus vite. Quand vous avez un choc déflationniste dans les années 30 aux États-Unis, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas comment en sortir. Et un des gros problèmes, c'est que quand vous habitez à Austin, au Texas, vous n'avez pas les prix de la bourse de New York. Vous savez pas à combien ça cote le truc là-bas. Donc, il y a beaucoup de panique qui se forme autour de je ne sais pas. Sur FTX, beaucoup de gens disent ah si ça explose, ça va être une tuerie. Et le mec, il a quand même fait péter un truc à 50 milliards, donc c'est quand même de la bonne bombinette quoi. Et ben au final, ça a duré quoi? Il y a des gens qui ont pris leur perte et on leur a dit on t'avait dit d'avoir ta clé sur toi et de pas mettre en centralisé chez un vegan voilà. Et au final maintenant on en rigole parce que oui, il y a des gens qui ont perdu de l'argent mais ils l'ont perdu, ils ont été coupés pour de vrai. Donc en fait la perte on sait où elle est. Et après on verra hein, faut essayer pour le savoir exactement. Mais ces phénomènes de réhypothécation vont faire beaucoup de dégâts. La question, c'est combien de temps on va mettre à s'en sortir. Donc ça, on va voir. Ça devrait se produire à un moment ou à un autre, de toute façon. D'autres questions? Oui. Alors merci Richard pour la présentation. Moi je vais poser une question un peu à contre-courant. Parce que en fait, ici on critique beaucoup le rôle des banques centrales, enfin leur mission qui est pas tenue qui est la stabilité des prix à la base. Et en fait, quand on voit des protocoles comme Liquidity, Gravita qui se créent, où en fait n'importe qui peut étendre la masse monétaire à sa guise finalement, comment on peut s'attendre à autre chose que des crises systémiques et des catastrophes? Parce que déjà quand on a une entité qui essaye de jouer sur ses taux d'intérêt pour canaliser la masse monétaire et qu'elle n'y arrive pas, quand il n'y a plus personne qui contrôle, comment on peut s'attendre à autre chose qu'une catastrophe en fait? Ça c'est génial comme question parce qu'en fait, pour moi les catastrophes c'est cool. C'est-à-dire que globalement, c'est comme si tu me disais, oh putain il y a un éclair qui est tombé sur ma baraque, ça a foutu le feu au quartier, c'est une catastrophe. Comment on empêche les éclairs? En vrai, les éclairs c'est pas le problème. Le problème c'est les dégâts qu'ils causent. Mais un éclair, donc une crise, un choc violent, soudain, ça sert surtout à rééquilibrer des déséquilibres. Après, on est tous en phase. Voilà, on a pris la foudre, mais en haut et en bas, on se comprend. Et le sujet, c'est plutôt d'avoir des crises à répétition qui sont gérables,
même si elles coupent des richesses, comme FTX par exemple. Voilà, ça a pété, on a perdu 10 milliards. Ah, désolé, on a perdu 10 milliards. Mais ça s'est fait en une journée, parce qu'en une journée, tout s'est rééquilibré sur la sphère crypto. Et globalement, on peut recommencer assez souvent à ce petit jeu-là. L'essentiel, c'est que la crise ne soit pas suffisamment systémique pour nous faire tous crever d'un coup. Donc en fait, le problème, c'est pas la crise, c'est sa magnitude. Et c'est la capacité à exterminer ce qu'il y a dessous, quoi. Et là, la finance traditionnelle, elle est potentiellement plus à même de nous exterminer d'un coup, parce que on a moyen de différer, et puis vraiment vous avez un tapis, et comme ça, on dit mais il doit y avoir un truc sous le tapis, c'est pas possible. Et c'est plus un peu de poussière, on a mis une armoire normande sous le tapis qu'on voulait cacher, quoi. Donc aujourd'hui, quand on parle de banques too big to fail, en fait, c'est un vrai drame, parce qu'on sait que ce sont des banques pourries jusqu'à l'os. La Deutsche Bank, j'y touche même pas avec un bâton, mais on est obligé de les sauver, parce que le jour où ça pète, on a tellement peur de ce qui va sortir du placard, qu'on se dit « Ah non, demain. » Donc il y a ce premier aspect. Et puis après, il y a l'aspect tout simplement de la fiabilité un peu des monnaies fiat. En disant, mais une monnaie fiat, c'est quand même bizarre, parce qu'on a l'or. L'or, c'est une monnaie. Il y a plein de gens les goldeux, les gold bugs en anglais, ils disent mais si on faisait qu'avec l'or, eh bien, il y aurait pas de crise financière. Et ils ont à 50% raison. C'est-à-dire qu'il y aurait des crises financières dès lors qu'il y a plus d'or. Quand vous êtes en Grèce, le problème, c'est pas l'or, c'est les euros. Mais l'euro, c'est pas la monnaie de la Grèce. Enfin, c'est un tout petit pays et elle subit un peu comme un stock d'or, quoi. Et quand il y a plus d'euros en Grèce, elle a une crise financière. Et vous avez un village. Et puis, chacun est capable de couper des cheveux, de vendre ses œufs, de commercer. Mais il y a plus d'euros. Il y a vraiment plus d'euros. Comme en Espagne, à certaines époques, 15e, 16e siècle, il y avait plus d'or. Voilà. Et l'économie s'arrête. Et là, vous vous dites, c'est débile quand même. Je vais dire, t'es coiffeur, moi j'ai des poules. C'est parce qu'on n'a pas d'or qu'on peut pas s'échanger. C'est quand même débile. Et c'est à ce moment-là que vous inventez les fiat. Et vous vous dites, non, on va se faire un bout de papier, un IOU, une dette. Et puis je dis, on va dire, on fait la monnaie du village, là, village 1, et puis je t'en dois 10, et on se crée une monnaie en bout de papier. Et la monnaie, en fait, c'est un catalyseur qui débloque les échanges. Lui, il a des œufs, moi j'ai des poules. La monnaie vient s'attacher à ma poule comme un catalyseur. Monnaie plus poule, je peux avoir des œufs. La réaction chimique se fait. Les œufs et la poule partent dans l'autre sens et la monnaie se détache. Et elle repart ailleurs. C'est un catalyseur. Typiquement en chimie. Et en fait, la monnaie fiat, c'est juste ça le rôle. C'est de dire, quand j'ai pas de stock de valeur que j'ai épargné qui vient du passé, donc de l'or, je peux quand même préempter la valeur future. Je dis, donne-moi ta poule et puis je te donne un IOU et je te le revaudrai plus tard. Donc en fait, l'or, c'est de la dette parce que c'est une monnaie à preuve de travail. Donc c'est pas l'or, on n'en fait rien en fait. En vrai, c'est 10% de la valeur de l'or, c'est son utilisation industrielle et 90% c'est de la valeur monétaire. Donc ça se mange pas, on chauffe pas avec, c'est un peu nul. Mais c'est parce que c'est nul. La seule caractéristique que ça a, qui est vraiment intéressante, c'est d'être une belle preuve de travail. C'est-à-dire quand vous avez de l'or, vous vous dites là j'ai bien sué et au final je peux prouver que j'ai bien transpiré. Voilà. Et cette preuve, elle se conserve bien. En plus, elle s'oxyde pas, elle est dense, etc., etc. Mais c'est ça en fait l'avantage de l'or. Mais c'est une dette en fait, parce que c'est une dette envers le monde et dont je ne peux pas forcer les gens à la prendre. Je peux pas venir en disant j'ai de l'or, file-moi ton pull. Non, il faut l'accord du débiteur pour échanger l'or. Mais c'est une dette parce que en soi c'est pas une marchandise. Et donc c'est de l'énergie, ça représente de l'énergie passée, une dette sur l'énergie passée. Et les fiat, par contre, c'est une monnaie à preuve d'enjeu. Donc typiquement dans mon village, on dit en fait on a quand même des trucs les gars, on a peut-être pas d'or mais on a des idées. Et dans ce cas-là, je crée une monnaie sur la preuve d'enjeu de mon village. Je suis le maire et je dis on a quand même une petite police là, on a Pierrot, il est un peu bourré une fois par semaine mais bon, il est quand même policier municipal. On a un agriculteur, un artisan, un plombier, un machin. On va créer la monnaie du village et en fait, la confiance dans cette monnaie repose sur l'enjeu, donc sur chaque citoyen qui contribue au village. C'est exactement ça. Ethereum, c'est à peu près ça. Hein, voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, physiquement parlant ou monétairement parlant?
on fait un IOU, une dette, sur de l'énergie future. On dit que tu me le rendras demain, et du coup, ben ça c'est un baril de pétrole que j'aurai demain. Et c'est vraiment ça les deux monnaies. Et le truc, c'est que le passé est certain. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Ce qui est passé hier ne changera pas. C'est immuable. L'immuabilité du passé, c'est un truc assez solide. Donc, il nous faut la meilleure technologie monétaire pour représenter cette énergie passée. Et c'est là qu'on a besoin d'une belle preuve de travail, parce qu'on peut pas frapper de l'énergie, on peut pas imprimer de l'énergie, etc. Donc ça, c'est cool. Et par contre, on a besoin de la meilleure techno, parce que quand on a la meilleure, on constate ce qui s'est passé, le travail qui a été effectué, et youpi tralala. Ça, c'est Bitcoin. Et pour le futur, comme il est multiple, il est pluriel, eh ben, il faut prendre un pari directionnel. Est-ce que c'est la preuve d'enjeu américaine, la preuve d'enjeu israélienne, la preuve d'enjeu arménienne? Oups, voilà. Donc, et on voit bien que quand on fait des paris sur le futur, sur l'énergie qu'on préempte, eh ben des fois ça réussit, des fois ça rate. Et en fait, quand on dit la Banque centrale a raté sa mission, oui, mais c'est une évidence et c'est fait pour. Il y a des banques centrales qui vont réussir pendant un temps, et puis on voit bien les civilisations. Il y a Ray Dalio dans la Rise and Fall of Empires, qui a montré que les civilisations avaient des cycles, des durées de vie, et puis un coup ça monte, un coup ça baisse. En Europe, on est plutôt dans le coup où ça baisse, et puis dans la région indo-chinoise, ils sont plutôt dans le moment où ça monte. Mais du coup, c'est pas grave en fait que les fiat aient des il y a zéro de temps en temps, souvent tous les 70 ans à peu près, et qu'il y en ait qui réussissent, parce que c'est la nature en fait même de la chose. Et sur Ethereum et sur des protocoles, moi je sais que n'importe quel représentant, enfin n'importe quel protocole ici qui est incarné par un projet va finir à zéro. La valeur d'une action, c'est les dividendes futurs actualisés. Donc ce qui revient à dire naître, c'est se condamner à mourir, quoi. Voilà. Mais il y a que le passé qui est immuable. Donc que les banques centrales coulent, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'elles nous tuent pas quand elles coulent, qu'elles nous tuent pas tous en même temps. Et du coup, là-dedans, la DeFi, peut-être que ce joyeux bazar qui est quand même administré avec des algorithmes à tous les niveaux et avec une information transparente, il n'y a pas la notion de peur en fait. Il y a la notion de perte. Mais peut-être qu'on a enlevé la peur, entre guillemets, à voir. Faut essayer, en fait. Faut faire un énorme boom dans un coin, on prend 10% des Ethers, on les balance par la fenêtre, et on voit ce qui se passe. À un moment, ça devrait bien arriver, et on va vivre des périodes intéressantes. On va passer... systémique. On va passer à la présentation de Gravita, parce que je crois que tu as des obligations pour un peu plus tard. Donc merci de ton accueil, merci Magistyle. Encore un applaudissement pour Richard. On va poursuivre le débat et les questions-réponses dans la suite de la soirée, bien entendu. Mais pour l'instant, on passe à Gravita avec Magistyle. Bon, on peut respirer, se détendre. On va parler de Gravita. On va être un peu plus terre-terre, plus heureux aussi peut-être. Enfin, non, Richard, merci. C'est des très belles réflexions. Qui entre vous a déjà prêté de l'argent sur la finance décentralisée? Ah, quand même. Oh, waouh, génial. Ah, mais alors on avance vite. J'ai fait le tour. Bon, du coup, je vais passer assez vite sur Gravita. Voilà, on a compris, Gravita est un protocole sur lequel on peut mettre du collatéral et prêter à notre actif. Voilà, une chose sur laquelle nous avons innové quand nous sommes lancés ce printemps était le fait que nous utilisions ces LST. Moi, j'aime plus la définition avec le T parce que, ça nous évite des rappels à autre chose. Et voilà, donc avoir accès à un outil qui était réservé avant que à des richissimes ou à des milliardaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir emprunter contre un actif qui génère du rendement. Moi, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est assez génial. Maintenant, en plus que des LST, nous supportons BLUSD, qui est sans aucun doute le stablecoin à génération de rendement le plus résilient, le plus fort qu'on peut imaginer et designer. Et puis voilà, il est sur Gravita. D'ailleurs, ce matin,
il y a un peu de cap qui s'est libéré. Donc, c'est à nouveau possible d'emprunter contre du BLSD à partir de ce matin. Gravita est né comme une fork de Liquity. Qui connaît déjà Liquity ici? Ok, let's go! Magnifique. Donc, voilà, Liquity, c'est un protocole sur lequel on ouvre une position collatéralisée, on emprunte contre cette position. J'arrive sur Liquity, je mets 10 000, j'emprunte 5 000. Donc ça veut dire que sur Liquity, en principe, il y a toujours plus de ce que j'ai emprunté, de ce que je viens de créer. C'est la même chose sur Gravita, avec quelques petites différences. Ça veut dire que Gravita vous facture un frais de 1%. Quand vous allez dessus, vous payez maintenant 1%. Vous payez 0% d'intérêt. Ça veut dire que si vous gardez votre position ouverte 6 mois, votre taux annualisé, il est de 2%. Si vous la gardez ouverte 10 ans, 0,1%. Ça, les banquiers, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui offrent ces conditions. En plus, nous sommes multicollatéral, donc Liquity supporte que ETH, c'est une décision de design par rapport à leur résilience. On veut qu'avoir la forme de monnaie la plus pure, la plus dénudée, c'est Ethereum, donc même pas la version wrapped. Alors que chez Gravita, donc effectivement, on ajoute certainement un niveau de risque supplémentaire en supportant des LST, que nous mitigeons en jouant un tout petit peu avec les mint cap, donc ça veut dire le maximum qu'on peut emprunter, avec également le LTV, donc le pourcentage jusqu'auquel on peut emprunter. Et puis finalement, la troisième différence, multi-chain. Donc, vu que Gravita n'est pas immuable, c'est certainement sur quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel nous travaillons, cela nous permet par contre d'être aussi ailleurs. Donc là, effectivement, on renforce encore plus le fait d'être accessible. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental que voilà, les opportunités financières n'existent pas que pour les privilégiés, mais qu'elles soient à tout le monde. Pour moi, c'est un outil excellent. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut encore écarter l'écart? Dans mon expérience, non, parce que finalement, tout le monde joue avec les mêmes outils, le même jeu. Donc, je vais aller un peu vite. Donc, ça, c'est les tokens que nous supportons. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de Lido. Imaginons que Lido se fasse hacker. Donc déjà, on sait avec un certain niveau de certitude que les Ethereum que Lido possède sont distribués à un certain nombre de validateurs et sont sur la Beacon Chain. Donc, si Lido se faisait hacker, que tous les private keys étaient volés, la Beacon Chain a un système de queue, en fait, qui permettrait gentiment à ces ETH de sortir, d'abord très lentement et puis de plus en plus rapidement. Mais en tout cas, je pense que vu leur taille, il faudrait en tout cas quelques mois pour que tout sorte et puis que tout puisse être réellement dumpé. Donc, cela permettrait vraiment une longue réaction. Maintenant, la promesse que Gravita et Liquity fait, c'est que à tout moment sur Gravita et sur Liquity, il y aura toujours plus que $1 de valeur en termes de LST, de collatéral, que ce qui est sur le marché. Donc un événement de ce type serait certes pas très positif, mais donnerait en tout cas un temps de réaction. Maintenant, quelque chose peut-être de plus dramatique, c'est si la plus grosse pool de Lido se fait hacker, par exemple une chose sur Curve, et que d'un coup il n'y a plus de liquidité dans le marché. Là, effectivement, le prix d'un prêt très rapidement. Mais un mécanisme de liquidation entrerait en jeu pour assurer un maximum la contre-valeur sur le protocole. Voilà. Est-ce qu'en ayant beaucoup de collatéraux, on augmente le risque parce que quelque part on se garantit qu'il y aura quelque chose qui ira pas, ou est-ce qu'on le diminue parce que du coup on le distribue? Voilà, ça c'est une question qui reste ouverte et qui est à mon avis très intéressante. En tout cas, je trouve que Gravita a vraiment une approche très conservative, très basée sur la sécurité. Parce que nous supportons aussi Wrapped ETH. il est allé à la gym BLUSD. Et puis, j'ai laissé un petit point d'interrogation parce qu'il y a des nouveautés qui arriveront à ce sujet, des nouveaux collatéraux sur Gravita, toujours dans l'idée des collatéraux qui génèrent du rendement. Alors, tout le monde ici semble connaître plus ou moins Liquity, Gravita. Je vais essayer de parler de ce concept de rédemption parce que c'est quelque chose qui est pas évident à comprendre. J'ai trouvé une méthode qui semble marcher assez bien pour l'expliquer.
Donc les deux méthodes qui garantissent toujours le bon fonctionnement de Gravita et de Liquidity sont les rédemptions et les liquidations. On va commencer par ça, c'est le plus difficile, comme ça après c'est un peu plus chill. Moi j'aime bien dire que les rédemptions c'est un mécanisme qui entre en jeu quand le prix de Grail descend. Donc vous allez sur Gravita, vous déposez vos 10 000 dollars en collatéral, vous borrowez vos 5 000, Gravita doit vous garantir que ces 5 000 restent de valeur 5 000, autrement ça sert à quoi? Donc au cas où le prix de Grail descend, ben, un bot, notamment, peut dire « Ah tiens, le prix est assez bas pour que je puisse faire un achat, aller chez Gravita et puis leur dire « Ah, maintenant, donnez-moi du collatéral pour $1. » Donc en gros, vu qu'à chaque moment, je peux aller chez Gravita et récupérer du collatéral, je garantis que si le prix descend, ben, quelqu'un va faire un arbitrage, prendre donc, ce qui vaut peu et l'échanger contre quelque chose qui vaut plus. Une chose qui n'est pas comprise des rédemptions assez souvent, c'est que c'est un mécanisme qui peut sauver des liquidations. Quand une rédemption se passe, si c'est mon collatéral qui est redeem, ben effectivement, voilà, comme Richard t'a dit, tu perds 0,5%. Voilà, pas énormément. D'ailleurs, tu peux même être en profit si Ether entre deux descend et que Grail reste stable, tu peux racheter plus de Terre de ce que tu avais au début. Mais d'autres fois, vu que les victimes des rédemptions sont toujours ceux qui jouent un peu le jeu le plus dangereux, ben voilà, eux donc peuvent être en bénéfice, sachant que s'ils allaient être liquidés autrement, ben voilà, au lieu d'avoir une perte de 10-15%, ils se retrouvent avec une perte de 0,5%. Donc je pense qu'ils seraient contents. Donc maintenant, on va voir les liquidations. Donc les rédemptions, Grail descend. Les liquidations, le collatéral descend. Donc Ether se casse la gueule. Maintenant, on n'a pas trop envie d'y penser. On a eu deux gros bougies vertes, pardon. Mais voilà. Quand le prix du collatéral descend, vu que Gravita s'engage avec ses utilisateurs, comme que le Grail est toujours collatéralisé par au moins $1 de LST, ben voilà, il faut parfois liquider. Donc nous avons un système qui est exactement le même que celui de Liquidity. On rendre quelque chose au liquidateur en termes de Grail et on lui permet ainsi de vraiment nous aider à maintenir notre promesse envers nos utilisateurs. Pourquoi utiliser Gravita? Je serais intéressé de savoir quel use case les personnes ici ont trouvé. Enfin, moi je pense que Richard a parlé d'acheter la voiture. C'est vrai que c'est quelque chose de génial, surtout si on a voilà, un achat dans le monde réel qui a beaucoup d'intérêt sur du très long terme, de l'immobilier, une voiture. Maintenant, on a vu les taux, ils augmentent beaucoup. Bon, le problème, c'est qu'il faut déjà avoir d'abord en Ethereum plus que ce que vaut le bien qu'on veut acheter. Mais si c'est le cas, effectivement, on finit au fil du temps, voilà, sur 10 ans, 0,1% d'intérêt. Contre 5% par exemple, ben on économise énormément d'intérêt sur du long terme. Donc ça, c'est un use case très 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 intéressant. En plus, je pense que voilà, si on prête contre de l'Ethereum, c'est qu'on a aussi une attente que l'Ethereum augmente. Donc voilà, c'est le deuxième use case. Je ne veux pas vendre mes cryptos. Sinon, le fisc va venir me trouver parce que je dois passer par des trucs centralisés. Je veux les garder parce que je me suis fait avaler pendant 2017-2021, crash d'FTX. Je dois les garder, je veux continuer à en racheter même, je veux vraiment pas vendre, mais j'ai besoin de vivre, je dois acheter bien à manger, je dois mettre de l'œuf dans mes nouilles. Donc, il faut que j'aille voilà, utiliser un token stable pour faire ça, donc le Grail nous sauve. D'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure, il est maintenant facilement intégré à des cartes de crédit qu'on peut recharger directement depuis son wallet. En fait. Et puis, voilà, le troisième use case, c'est pour moi un état, je dirais, inévitable de tout système financier. Ça veut dire la maximisation de l'efficacité du capital, la maximisation de la réhypothécation. Si on enlève complètement la composante de risque, tout capital dans la finance serait réhypothéqué, réinvesti
à l'infini en fait. Et c'est un peu ce qu'on voit maintenant, où peut-être la notion de risque, surtout en finance traditionnelle, est moins facilement mesurable. Donc si vous avez déjà entendu moi qui parle de cet aspect-là, je suis quelqu'un qui invite énormément à faire des calculs de yield, donc de rendement, ajustés au risque. Voilà, c'est vrai que vu que maintenant on a tous accès à des outils de milliardaires à travers la DeFi, on doit aussi essayer de faire notre due diligence comme eux, dans la mesure du possible. Donc on doit essayer de calculer nos rendements ajustés au risque. Avec Gravita, on peut effectivement augmenter l'efficacité du capital. Je peux amplifier mon yield du LST parce que je mets du Rocket Pool ETH, je prête des grailles, je rachète du Rocket Pool ETH que je remets dedans et puis que je continue comme ça. Je vais donc long sur ETH. Ou sinon, voilà, quelque chose de plus simple. J'ai mon LST, mon Rocket Pool ETH qui me gagne du rendement. Il est bien, il est tranquille, il dort. Je le mets sur Gravita, je prête du grail et je fais travailler les deux en même temps. En plus, vu que je crois que Rocket Pool ETH va continuer à augmenter en valeur, grâce au rendement qu'il fait vraiment sur Ethereum, mon risque de liquidation diminue au fil du temps. Il est maintenant peut-être le plus haut qu'il ne sera jamais. Et pendant que me graille aussi travaille sur une position de liquidité sur Bani ou sur Ramsès, voilà, je profite d'un double avantage. Et puis, j'avais préparé une petite partie ici sur quels sont un peu les avantages par rapport aux autres systèmes. Donc, on a parlé de AV, on parle aussi de Maker. Le fait de ne pas avoir un intérêt qui court, c'est quelque chose qui est super intéressant. Les frais uniques de 1% au moment où on prête, voilà, c'est tout ce qu'il y aura à payer comme frais sur Gravita. On garde son yield de LST entièrement. Le grail qu'on devra repayer, on le sait dès le début parce que les frais sont fixes. Et si on veut avoir une position sur du court terme, voilà, les frais sont remboursés. Le minimum qu'on paye, c'est 1 semaine. Donc on attire à la fois les utilisateurs qui veulent aller sur un prêt de long terme et ceux qui veulent aller sur un prêt sur du court terme. La Stability Pool est la banque accessible au public 24 heures sur 24. Pour les Suisses, même après 18 heures, même le dimanche. Pour les Français, même pendant qu'il y a la grève. Donc, on a vu avec le DPEG de USDC ce printemps à quel point ça peut être voilà, vraiment cruel pour la DeFi d'être si rattaché au monde centralisé qui ne tourne pas le samedi et le dimanche. La finance traditionnelle, le samedi et le dimanche, elle dort. Voilà, sur Gravita, le Grail, il est tout le temps disponible sur la Stability Pool et il est tout le temps prêt pour être utilisé pour, voilà, maintenir la promesse que du collatéral existe, que le Grail est toujours collatéralisé par au moins $1 sur Gravita. Nous sommes sur Layer 2, un peu de alpha pour ceux qui essayent de farm des airdrops en ce moment. ZK Sync arrivera idéalement dans le mois. Polygon ZK, on a déjà essayé de lancer plusieurs fois, ils sont un peu de retard, mais ça va arriver, il y aura des pools, il y aura Gravita, Optimism, et puis Linear Mantle, donc tous les airdrop farmers, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous l'aurez. Alors, voilà, donc la haute LTV de Gravita est certainement pour moi un des plus grands avantages compétitifs. Si vous allez sur des protocoles comme Angle, sur Aave, sur Maker, certes, non seulement vous avez le désavantage entre guillemets d'avoir un taux d'intérêt, mais aussi généralement le LTV peut être pas avantageux. Il y a même des protocoles où on peut prêter que contre 50%. Ça veut dire que si j'ai 10 000, je prête 5 000 et que Ethereum descend un tout petit peu, je suis immédiatement liquidé. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une haute LTV? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est désirable? Pour vous, vous connaissez More Degen, vous aimez voilà, maximiser, vous avez eu une révélation cette nuit que Ethereum va continuer à grimper, donc il faut que j'en ai un max, que je me leverage 10 fois pour y arriver. Après ça, on les a vus beaucoup récemment, les sliders à droite maxi. Si je peux amener le slider sur Gravita tout touffant, ça doit être bien. Donc, je le ferai.
ne le faites pas. C'est vrai que c'est possible, mais voilà, ça a d'autres intérêts que de le faire tout de suite. Je vous déconseille en tout cas. Et puis voilà, bon, principalement, le risque, l'avantage, c'est que le risque de liquidation est réduit. Si donc maintenant sur Gravita, avec un LTV qui va jusqu'à 90%, je fais mon même prêt, avec mes 10 000, je prends mes 5 000, il faut que mes 10 000 descendent autour de 6 200 pour que je sois liquidé. Donc j'ai une bonne marge de 40% avant que quelque chose se passe. Je peux avoir une approche un peu plus passive, un peu plus relaxée, détendue par rapport à ça. Et je dirais que, voilà, pour terminer sur vraiment la partie intéressante, entre Liquity et Gravita, contrairement à d'autres choses, on a vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs passifs. Donc des gens qui veulent avoir une chose, puis voilà, dormir la nuit, touch grass. Donc vraiment, voilà, qui souhaitent avoir une approche passive sur du long terme, qui nous font confiance. C'est pas pour ça que vous devez aussi nous faire confiance. Faites votre recherche, lisez notre doc. Venez rejoindre notre communauté. On a un super Discord avec Mission Control. Je sais pas si vous pouvez voir les similarités. Pardon, ça c'est moi. J'ai introduit Mission Control habillé comme ça avec un scotch et le logo Gravita. Qu'est-ce qu'est Mission Control? Donc, vu que chez Gravita, nous sommes que 4, donc voilà, moi, le fondateur de Dev, on a besoin de l'aide de la... Moi, non. En plus, le seul basé en EU, hein, donc maintenant, je vis au time zone américain. Et voilà, on a une aide énorme de notre communauté qui contribue, qui participe à Gravita Ascend et voilà, qui a construit des choses incroyables comme notre Dune Dashboard. On a des bots qui sont géniaux sur Discord qui annoncent quand il y a quelqu'un qui ouvre une nouvelle position, quelqu'un qui se fait redeem. Il y a toujours une petite célébration. Bref, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, j'étais un peu rigolo et tout, mais bon, la sécurité est notre priorité. Nous sommes le seul protocole LSDFI qui a lancé même avant de lancer, en fait, on avait déjà eu 3 audits. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle on a dû faire une levée de fonds, c'est que les audits coûtent très, très, très cher. Et ça, malgré qu'on était une fork d'un protocole si bien connu et si testé, fort comme résilient comme Liquity. Donc, voilà, DW Omniscia, je vous invite tous à lire les audits. Et puis les seuls participants au concours d'audit ads sans bag high ou critique, donc que des médiums ou low. Voilà, quand même, voilà, les devs, ils sont solides. Et il faut qu'on continue à l'être. Donc, Gravita Ascend est le dernier produit que nous venons de lancer. C'est un voyage de plusieurs chapitres. Dans tout ce qui est LSDFI, dans tout ce qui est Gravita, il vous permet avec des petites étapes un peu apprendre au sujet de ce monde. Une mission qu'on s'est donnée, c'est effectivement d'être accessible à tous, mais surtout d'être potentiellement ceux qui accueillent dans ce nouveau cycle beaucoup de nouveaux membres dans la beauté DeFi. Voilà, moi j'ai commencé 2016 et puis c'était Coinbase qui m'a introduit. Mon rêve c'est que maintenant ça soit Gravita qui introduit des nouvelles personnes à la DeFi, à ce qu'on peut faire. Et donc, on bosse beaucoup là-dessus. On a une interface qui est, à mon avis, très artistique, appréciable, avec une petite lore et de la story. Donc, je vous conseille, même si vous ne voulez pas participer, juste d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà. J'aimerais parler avec vous, vu que vous êtes utilisateur, vu que vous nous connaissez. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir quand même un membre clé de l'équipe qui est là et qui est prêt à répondre à toutes vos questions, discrètes ou indiscrètes. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hop. Ah, j'ai peur. Avant, c'était une question difficile. Nouvelle question à contre-courant. Non, je rigole. Du coup, moi, j'avais une question parce que Gravita, du coup, c'est un protocole qui est tout jeune. Et donc, il va pas être, enfin, le stablecoin, il va pas être implémenté dans énormément de protocoles DeFi pour le moment. Et donc, le premier réflexe des gens,
comme Richard par exemple, ça va être en fait quand on va venir minter du Grail, bah, on va directement le dump pour de l'USDC, avec lequel on va pouvoir jouer sur plein d'autres protocoles DeFi, puisque l'USDC est du coup implémenté sur tous ces protocoles-là. Comment vous faites pour pallier à cette pression vendeuse constante du coup? Et qu'est-ce que vous comptez, enfin, quelle solution vous mettez en place pour pallier à ça? C'est une très très bonne question. Merci beaucoup. Donc effectivement, oui, c'est un problème qu'on voit aussi chez Liquity, les forks, etc. Ben, il y a vraiment une opportunité de se dire, tiens, DAI me donne 5% à travers des Treasury Bills sur Spark, Frax également. Grail me coûte que 1% une fois. Ben, voilà, tout utilisateur raisonnable qui a cette stratégie spécifique de farmer un yield RWAs sur des stables, il va aller prendre du Grail à 1% pour une fois et c'est fini, et puis gagner du 5% par année de l'autre côté. Maintenant, c'est pour ça aussi que j'aime bien parler de Risk Adjusted Return, donc vraiment ajuster le retour sur investissement sans risque. Je pense que beaucoup d'utilisateurs qui font ça sont conscients que les 5% qu'on gagne sur DAI ou sur Frax, ajustés pour le risque, ne sont pas vraiment 5%. Certains disent même que c'est un retour négatif parce qu'on a ce problème de un asset crypto ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, et de l'autre côté, une chose qui est fermée le samedi et le dimanche. On a aussi ces risques de réhypothécation où maintenant on commence à avoir des pools S-Frax, S-DAI sur lesquels on peut prêter. Donc monter la pyramide est toujours plus simple que la défaire, et quand on la défait, en général, ça se passe avec des douleurs, tu disais des morts malheureusement. Maintenant, il y a quand même pas seulement cet espoir chez Gravita que les gens vont trouver d'autres façons de l'utiliser. Le premier... Donc, on appelle ça un token sink. Donc, quand on a un lavabo, la traduction littérale, un lavabo pour le token, non, mais c'est où quelle utilité on trouve pour le token. Donc, la stability pool, c'est la première chose. Donc, on met là-dessus notre Grail pour racheter de l'Ether liquidé avec un rabais de 10, 15, 20%. Maintenant, l'autre utilité qui est pour moi supérieure à tout S-Frax, tout S-DAI, c'est encore dans la DeFi, d'aller par exemple sur Bani, d'aller sur Ramsès et de mettre son Grail avec un autre stable et gagner des rendements qui sont, ce matin il me semble qu'on était à 18% sur Bani, entre Grail et USDC. Voilà, ça monte parce que les reward tokens montent, etc. Donc, sur Ramsès aussi, il y a une pool qui est avec LUSD, donc on joue les jeux Liquity. Je pense que du moment que les gens sont conscients qu'ils ont ces opportunités, ils peuvent les cueillir. L'autre chose qui nous met un peu en difficulté par rapport à notre croissance, c'est que nous n'avons pas de token. Donc nous n'avons pas cet effet de levier qui permettrait de financer des gros projets ou plus de membres de l'équipe, etc. Le token n'est toujours pas live. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'était qu'avec nos propres sources et les revenus du protocole. Donc avec 1% de revenus, il faut quand même générer un certain volume pour avoir quelque chose de conséquent. Donc je suis optimiste que du moment que aussi le token sera là, que la stability pool sera incentivisée, qu'il y aura des bribes et des efforts au niveau de la liquidité, le Grail aura une place dans la DeFi, qui sera potentiellement aussi comme l'USD sur Aave comme collatéral, et qui sera donc utilisé pour autre chose que juste le dump. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu Ouais, top. Je crois qu'il y avait une autre question ici. Hello. Salut. Merci pour la présentation. En plus, j'ai dirigé cet été un camp de vacances sur le thème ciel et espace, donc la narrative autour de l'ascension des fusées, c'est vraiment top. Ça change des sushis et des pancakes. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est concernant la décentralisation. Ce que tu as dit toi-même, c'est que les contrats de Gravita, ils n'étaient pas encore immutables. C'est des proxys, donc ils peuvent être mis à jour, et sans time lock. Pour l'instant. Avec time lock. Ah, il y en a 2 jours de time lock. Ah, pardon. Donc, est-ce que vous avez une perspective de décentraliser un petit peu plus, parce que finalement, ça, c'est quand même un risque et pour les utilisateurs et aussi pour l'équipe, et donc bouger vers une version immutable, et comme votre concurrent Prisma le fait, par exemple. Et mon autre question, c'est par rapport aux rédemptions. Est-ce que vous avez envisagé, comme l'a fait
DeFi Saver avec Liquity cette semaine, un mécanisme anti-rédemption automatique, soit en intégrant Gravita avec Liquity, soit peut-être en faisant une espèce de in-house redemption protection sur les vaisselles via des flash loans. Merci beaucoup, oui, quelle bonne question. Je vais commencer par la deuxième parce que c'est peut-être celle un peu plus facile. Donc oui, on est en contact avec DeFi Saver. Et puis oui, on a plusieurs idées sur comment on pourrait offrir une version sûre de Gravita, mais qui ne garantit à l'utilisateur qu'il n'aura pas de rédemption. Maintenant, je dirais que le noyau de la question est quand même trouver une utilité pour Grai, trouver d'autres raisons que seulement le vendre. Hein. Bon, c'est quand même déjà le cas. On a fait beaucoup d'efforts positifs au niveau du PEG. On est remonté à 99,2, je crois. Non, ça ne se met pas. Donc, mais voilà, effectivement. Donc maintenant, par rapport à la sécurité des contrats, ça c'est effectivement quelque chose de primordial. Donc, on a toujours dit depuis le début que notre but à terme était de devenir plus ossifié. Alors Prisma, effectivement, ils disent beaucoup qu'ils sont immuables. Il y a quand même plusieurs éléments qui ne le sont pas, parce que par exemple, ils peuvent ajouter de nouveaux types de collatéral, ils peuvent distribuer des rewards avec des calculations qui sont modifiables. Nous, effectivement, on n'a rien de tout ça. On est à un niveau où, si vous utilisez Gravita, en gros, vous faites confiance à l'équipe. Certes, il y a un time lock de 2 jours. Ça veut dire que quelqu'un pourrait potentiellement voir qu'on est en train de faire quelque chose de cocasse à un moment, et puis vous avez deux jours pour réagir. Mais c'est pas un objectif ou un but qui est suffisant sur du long terme. Donc, notre projet de ossification, de devenir plus dur, est surtout lié au futur tokenomics. À ce niveau-là, il y a plusieurs différents designs et différentes idées, donc je ne peux pas vraiment en parler maintenant parce que, voilà, selon comment le token de Gravita sera, cela en dira beaucoup sur la suite et surtout sur la timeline à laquelle Gravita deviendra avec des parties immuables. D'autres, non, parce qu'on veut quand même continuer à ajouter du collatéral. On a aussi comme mission celle de renforcer Ethereum avec la participation de plusieurs LST. Donc, on a parlé de Lido, on a dit qu'il a 33% de part de stake, que c'est un risque. Dans un futur peut-être même plus proche de ce qu'on pense, on aura non seulement Lido, Rocket Pool et quelques autres, mais une dizaine, voire une vingtaine de différents LST qui se partagent des parts de marché, qui servent différents besoins des utilisateurs et qui coexistent. Gravita veut les supporter, veut les aider à porter cet effort en leur donnant une utilité dès le début, dès qu'ils ont fait leurs preuves. Donc cette partie ne sera jamais immuable, donc on ne sera jamais à un niveau tel que la Liquity et l'USD. Mais notre but, c'est d'être juste en dessous, d'être juste en dessous avec l'avantage qu'on peut avoir du collatéral productif sur la plateforme. Dernière petite question. Yeah. C'est gentil. La question, c'est sur les tokens, sur le principe. Après, ce que vous allez faire, c'est pas le sujet, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a les funny tokens que je ne citerai pas et qui au final ne sont pas indexés sur les revenus du protocole et qui, en gros, on vous donne du token parce que le token aura une valeur et il aura une valeur parce qu'on vous en donne. Ça me fait toujours beaucoup rire. Et puis il y a les tokens plus sérieux de DAO en fait, où là globalement on substitue l'equity au token. Et du coup, on arrive avec un token et les dirigeants ont du token parce que c'est le pouvoir de vote et il y a une vraie gouvernance. Et finalement, le reward du token, c'est une fraction ou c'est le yield entier d'ailleurs du projet, puisque les dirigeants en ont et l'entreprise en a. Et dans ce cas-là, effectivement, ça a plus de logique parce que en réalité, on est en train je sais pas comment dire, de porter l'equity en mode DAO quoi, en gros, tu vois, je sais pas si c'est très clair, mais est-ce que c'est plutôt quelle est ton opinion Oui, c'est une excellente question. Donc l'equity,
Nous sommes fork de Liquidity, nous adorons Liquidity, nous comparons toujours à eux. Voilà. Le token LQTI est essentiellement un reçu des frais qui sont générés par le protocole. Donc, d'ailleurs, les membres de l'équipe n'ont pas vraiment de salaire parce qu'ils ont le token qui paye des intérêts en LUSD et en Ethereum. C'est des LUSD Ethereum qui sont générés par le protocole. Donc, voilà. Et c'est là que t'es embêté parce que tu veux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus, mais ça peut suffire comme Mais explication. en gros, l'idée c'est de dire est-ce que la valeur de Gravita, de AV, de Curve, enfin tous les trucs un peu sérieux, au final, c'est la quantité de yield qui sera distribuée à travers le token, actualisée du temps, jusqu'à ce qu'il claque parce qu'on aura fait mieux ou trouvé autre chose ou voilà. Donc je peux pas te dire oui ou non. Mais je peux te dire que, vu qu'on a une fork de Liquidity, on connaît comment Liquidity fonctionne et on est plutôt satisfait de ce modèle, mais qu'on aimerait quand même là aussi apporter un twist. On trouve que les frais qui existent maintenant sur Gravita sont quand même trop faibles pour voilà, justifier tout seul un succès d'un token dans le top 100, voilà, quelque chose comme ça. Donc on aimerait quand même faire un peu plus que ça. Soit à travers la génération de produits et services qui chargent plus d'intérêt, donc en gros augmente le revenu du protocole, soit à travers d'autres mécanismes aussi intéressants mais qui sont au cœur de nos pensées. Donc voilà, le désavantage d'être immuable, c'est que peut-être les gens au début te font un peu moins confiance parce que tu viens d'arriver, tu te dis ah voilà, il faut me croire que je vais pas faire des trucs bizarres, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on peut construire des nouvelles choses, qu'on peut apporter des modifications, des innovations et voilà, jouer un peu à ce jeu où j'ai vraiment envie de vous le dire, mais donc Autour de l'apéro. Voilà. Il a bugué. Non, voilà, on peut construire du nouveau et on peut s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Et clairement, le but, c'est d'apporter de la valeur aux token holders. Donc Gravita, on a beaucoup de stakeholders. Donc, on a celui qui a du grail. Potentiellement, tu peux avoir du grail et tu t'en fous de Gravita. En fait, tu l'as, tu le prends et tu l'as acheté sur le marché contre quelqu'un qui a voulu le dumper voilà, parce que tu veux gagner ton yield sur Uniswap, sur Bani, sur Ramsès. Tu peux être quelqu'un qui prête. On a vu que souvent, ces utilisateurs sont un peu plus passifs. Tu peux être aussi intéressé à Gravita si tu es juste quelqu'un qui a un LST. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, tu dis, moi, mon LST, je veux qu'il commence à tourner. Je veux le légitimiser. Et pour ce faire, je veux qu'il soit accepté en tant que collatéral quelque part. Voilà, c'est pas que nous, on va dire oui à tout le monde, hein, mais on a quand même un intérêt de favoriser la diversification de cette zone-là. Pour qu'il y ait plus d'acteurs, pour que plus d'utilisateurs soient servis et pour qu'il n'y ait pas une domination de un ou deux seuls joueurs du marché. Et puis finalement, on a les token holders. Tu peux avoir le futur GRVT sans avoir du grail, sans avoir une position. Et on aura à cœur dans la future tokenomics de servir aussi tes intérêts. Voilà. Merci. Ouais. Dernière petite question. Dernière. Comme j'ai pas souvent l'occasion de croiser un fondateur de protocole, j'aimerais savoir si après quelques mois, tu arrives à vivre en salaire du service. Sinon, je peux te ramener. Donc, vu qu'il n'y a pas de token, non, en fait, non. Comme dans la finance traditionnelle, comme en entreprise, quand on commence, on fait un peu un pari sur le succès futur. Donc, on investit des ressources personnelles, on lève des fonds pour fuel un peu le départ, qui est toujours un peu plus difficile, inventer le feu au départ et puis espérer qu'il se développe tout seul par la suite. Donc effectivement, oui, Gravita n'est pas profitable en ce moment, mais c'est vraiment pas le but, hein. Donc le but est effectivement de gagner un peu de part de marché, de proposer des nouveaux services. Moi, je pense qu'il y a vraiment une chose qui marche dans la DeFi, qui est l'escape velocity. Du moment qu'on a une certaine taille et qu'on enlève des choses comme les mint cap et que les LTV se ressemblent un peu plus, parce que maintenant, même si on voulait avoir 100 millions demain, on pourrait pas. Il y a des mint cap. Il faut 48 heures pour les lever.
mais on ne les lèverait pas parce qu'on veut vraiment avoir cette approche très conservative de voilà, grandir sur 10 ans, sur 15 ans. On veut essayer d'être toujours là dans cet horizon de temps plutôt lent, hein, et pas de dire on brûle quelque chose tout de suite, on fait venir Justin farmer notre token. Donc, voilà, on veut essayer d'être un peu plus conservateur et, et être là sur du très long terme. Il y a encore quelqu'un. Pas toujours aux investisseurs d'ailleurs, mais voilà. Il y a encore quelqu'un qui a une petite question. Volontiers. Dernière question, un peu plus vraiment terre à terre. Vu que vous êtes des experts de la DeFi, je parle aussi à Richard parce qu'il en a fait une vidéo. Si aujourd'hui je veux acheter ma voiture ou ma maison en faisant un emprunt à 0 ou à 1%, concrètement, quand je vais sortir l'argent fiat, qu'est-ce qui se passe au niveau des impôts? Est-ce que je me fais éclater? Et là, on est... Ou est-ce qu'on dit rien? Enfin, comment concrètement ça se passe? Et est-ce que vous l'avez déjà fait? Et si vous voulez répondre, on peut couper la caméra si c'est... Non. Si c'est des... Alors moi, c'est vraiment une question de terre à terre, quoi. Système européen, mais c'est vrai que dans des pays comme la Suisse, la crypto est légitimisée et légale dans un cadre voilà, vraiment fiscal depuis 2016. Donc voilà, ça c'est génial. Il y a des règles qui évoluent un peu, mais qui sont quand même assez claires, ce qui fait de la Suisse d'ailleurs un des pays avec le plus de pourcentage de personnes qui ont des cryptos. Donc là, on peut même déduire l'intérêt, comme un intérêt on peut déduire l'intérêt sur Gravita des impôts. Et puis, oui. Des formations pour que tu sois triomphé. Voilà. On va pouvoir en parler après, mais en une phrase, en France, tu payes 30% sur tes plus-values. Okay. En tant que particulier. Pour les pros, c'est encore différent. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait ici, donc après on pourra en discuter. Je vais vous demander un tour d'applaudissement pour Majestal. C'était, je crois, ta première présentation publique de cette forme pour Gravita. Donc félicitations à toi. C'est pas un exercice facile et franchement tu t'es surpassé. Un grand merci. Je vais conclure du coup ce meet-up. En vous disant tout simplement de rejoindre le Discord de DeFi France. Nous organisons ces meet-up en collaboration avec toutes les bonnes volontés et on a besoin d'aide tout le temps à tous les niveaux. Donc que vous soyez un graphiste, un militant, un contributeur ponctuel, voire peut-être un sponsor, n'hésitez pas à nous contacter pour vous accueillir à chaque fois dignement et essayer de pousser au maximum les sujets fondamentaux qui nous intéressent. On vous offre pour ce soir un petit pop de ce meet-up. C'est Anima qui a fait le pop et je crois qu'ils utilisent leur technologie. Lors du dernier meet-up, tu m'avais filé le micro à l'arrache à la fin et du coup c'est à mon tour de te filer le micro à l'arrache. Et si tu veux nous présenter cette magnifique technologie. Eh ben, pas de souci. Avec Anima, on a créé un truc qui s'appelle la Proof of Personhood. Et donc le but c'est de faire votre pop pour obtenir votre POAP. Et donc le but c'est de pouvoir certifier que chaque utilisateur est bien unique et donc d'éviter les cyberattaques. Donc là on est une trentaine, un peu plus, on est pas mal en fait, 45 personnes à un meet-up. Techniquement vous pourriez vous amuser à essayer d'avoir 50 POAP. Alors pour cet event il y a rien d'hyper important. POAP, tu connaissais pas? Mais donc du coup par exemple si vous êtes Louis Vuitton et que vous organisez un event et que vous voulez donner un POAP à aux gens qui viennent, il y a plein de gens qui vont s'amuser à vouloir en créer plein. Donc du coup c'est une solution simple pour éviter les bots. Voilà.